Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que le tutorat? Quelle forme de groupement privilégier de manière à optimiser l'apprentissage? Faut-il plutôt privilégier des formes de groupement où le tutorat va être spontané ou des formes de groupement où le tutorat a été créé par des tuteurs qui ont été formés? C'est notamment les deux formes de groupement qu'on va comparer et pour cela on s'appuiera sur l'étude de Lucille Lafont. On se retrouve tout de suite sur le diaporama. L'examen de la littérature met en évidence que les mises en œuvre variées, diades, petits groupes de pairs avec ou sans définition de rôle particulier, sont bien souvent incluses dans l'apprentissage assisté par les pairs. Outre le dispositif générique défini précédemment, classiquement, on distingue en particulier dans la littérature le tutorat en classe entière, le tutorat inter-âge et enfin le tutorat réciproque. Je vous rappelle qu'il existe quelques formes de groupement qui privilégient les interactions. Bien évidemment, comme d'habitude, ce n'est pas exhaustif. D'une part, l'idée que la confrontation de points de vue divergents au sein d'une diade symétrique conduit à une reconstruction des structures cognitives à un niveau supérieur, est notamment défendue par les travaux de Dwight et Muni, notamment via la théorie du conflit socio-cognitif. La référence sera sur le diapo. Vous pouvez vous référer à la vidéo en lien avec ce concept sur notre formation. D'autre part, les perspectives socio-constructivistes, à la suite des travaux de Vygotsky par exemple, mettent en exergue les progrès réalisés au sein de diades dissymétriques. Un partenaire est donc plus compétent que l'autre, grâce au rôle de tuteur, via des mises en œuvre de résolution de problèmes par le partenaire le moins avancé, qualifié en général de novice. Aujourd'hui, une plus grande complexité existe au sein des formes de groupement. Par exemple, l'apprentissage coopératif voisine avec le tutorat réciproque entre pairs. Par ailleurs, si le tutorat de pairs s'inscrit plutôt dans la lignée des travaux de Vygotsky, le tutorat réciproque occupe une position ambivalente sur le plan théorique, puisque malgré la symétrie de compétences des deux partenaires, ces derniers alternent les rôles de tuteur et de tutoré. Cependant, suffit-il de mettre ensemble deux élèves de niveaux différents en assignant au plus avancé le rôle de tuteur pour qu'ils tirent bénéfice l'un et l'autre de l'interaction? Peut-on se contenter de mettre en œuvre du tutorat spontané entre élèves ou au contraire, faut-il organiser en amont les interactions en entraînant ces tuteurs? On attend vos réponses sur notre groupe Facebook car c'est typiquement une question d'oral de leçon et ou une problématique enseignante, notamment lorsque vous serez sur le terrain. Définissons tout d'abord ce que nous entendons par tutorat. Le tutorat de pair désigne un regroupement de deux élèves de niveaux de compétences différents dans la tâche. On parle bien souvent de diade dissymétrique. L'élève le plus avancé dans la diade joue le rôle de tuteur. Dans le cas du tutorat réciproque entre pairs, il s'agit d'attribuer des rôles de tuteur sans qu'il y ait une expertise supérieure pour ces derniers. On parle alors de diade symétrique. Cette précision étant établie, le problème développé ici est celui de la préparation de l'élève tuteur, notamment à assumer les fonctions de guidage de son partenaire. Les tuteurs spontanés peuvent-ils être efficaces? Quel avantage peut procurer une éventuelle formation? Ellis et ses collaborateurs en 1982 ont comparé les interactions de tutelle entre adultes et enfants, et les interactions de tutelle enfant-enfant dans des situations de problèmes variés. Ils arrivent à conclure que le tuteur adulte est beaucoup plus efficace que le tuteur enfant qui se focalise davantage sur le but immédiat et laisse beaucoup moins d'initiative et de participation au tutoré. Cela permet alors de clarifier un premier questionnement. L'élève tuteur ne remplace absolument pas le rôle de l'enseignant. Vous n'avez donc pas un bac+5 pour rien. Plus sérieusement, le tutorat n'est donc pas une fin en soi, dans le sens où il ne crée pas une multitude d'enseignants dans la classe, il n'est alors qu'une aide et un outil. D'autre part, quelle différence existe-t-il entre l'élève expert et l'élève tuteur? Winnie Kamen, en 1996, insiste sur la nécessaire distinction entre la notion d'expert et celle de tuteur. Le tuteur est toujours un expert, l'inverse non. Les compétences tutorielles sont différentes des compétences dans la tâche. Ainsi, le tuteur doit être sensible aux besoins d'information du tutoré tout en vérifiant son niveau de compréhension. Il doit alors reconnaître le besoin de participation active au processus d'apprentissage de son partenaire afin de lui laisser une responsabilité croissante dans l'exécution de la tâche, notamment au fur et à mesure de ses progrès. Il doit prendre en compte les différentes aptitudes à apprendre, notamment chez les novices, afin d'adopter un comportement répondant à leurs besoins individuels. Cela complète alors nos propos précédents, être tuteur, cela s'apprend. Ainsi l'idée a émergé de rendre les enfants plus efficaces dans les fonctions de tuteur, notamment via leur activité d'étayage de pairs. Comment est-ce possible? La mise en œuvre d'une formation est-elle réalisable? La formation en rôle de tuteur dans le domaine des habiletés motrices possède certaines particularités. En effet, les tâches motrices sont dynamiques, éphémères et labiles. Ces caractéristiques font que la performance du novice doit être lue et interprétée dans l'instant, souvent sous pression temporelle, avec un tuteur qui n'a que très rarement des éléments matériels durables à sa disposition. Par exemple, dans les autres matières, les élèves laissent des traces, addition en mathématiques, phrases en français, dessin en arts plastiques. On peut alors se demander comment modéliser une formation au tutorat valide pour toutes les tâches motrices et permettant de répondre aux contraintes du domaine. Tout ça en résolvant les obstacles, car vous allez voir, il y en a des obstacles. La formation au tutorat en EPS s'inscrit dans un système présentant des spécificités. Petit 1,
la difficulté plus ou moins grande à observer les performances des pairs. Petit 2, la complexité plus ou moins importante à interpréter les conduites observées pour dégager des besoins chez le tutoré. Petit 3, la hiérarchisation des besoins. Sur quel élément intervenir prioritairement? Enfin, la nature de la tâche support. À propos de cette dimension, la question de la formation des élèves tuteurs peut se poser en termes de guidage plus ou moins instructif selon la nature des tâches et des habilités. Donc face à ces obstacles, et pour répondre à toutes ces questions, on s'appuiera sur l'article de Lucille Lafont. Mais concrètement, des élèves formés ont-ils un pouvoir éducatif supérieur pour transformer la motricité de leur tutoré? Tout d'abord, de manière originale, cette expérimentation se propose de confirmer en contexte de tutorat réciproque, et pour l'apprentissage d'une tâche spécifique en tennis de table au collège, la nécessité de former les élèves à l'exercice de la fonction de tutelle. Spécifiquement, 3 conditions d'apprentissage ont été comparées. Petit 1, une condition de tutorat réciproque formé. Petit 2, une condition de tutorat réciproque spontané. Petit 3, une condition de contrôle de pratique individuelle. La comparaison porte sur 2 variables dépendantes. Petit a, la compétence motrice, et petit b, le sentiment d'efficacité personnelle dans la tâche. La méthode s'organise autour uniquement d'élèves débutants. Pourquoi ? Car la littérature souligne l'impact positif de l'apprentissage entre pairs et de la coopération, principalement au cours des premières phases d'acquisition des habiletés motrices. D'autre part, la tâche expérimentale était de nature perceptivo-motrice et de type décisionnel. Conçue en accord avec un spécialiste de l'activité tennis de table, cette tâche motrice combine 2 situations d'apprentissage distinctes. Concrètement, un expert en tennis de table envoie à intervalles de temps réguliers 20 balles directement et aléatoirement sur la demi-table du participant. Le participant, lui, doit renvoyer la balle afin d'obtenir le meilleur score possible. Le groupe de tutorat qui a été réciproquement formé a suivi une formation. Cette formation a été offerte à 24 élèves en dehors des cours de PS entre le pré-test, c'est-à-dire la séance 1, et la première séance d'entraînement, c'est-à-dire la séance 2. Conformément à la méthode utilisée par Lorenz en 2001, la création d'un contexte communicationnel a constitué le point d'ancrage majeur de la formation. Plus précisément, si on lit rapidement les travaux de Lorenz, on remarque que la formation s'organise autour d'un entraînement du rôle de tuteur, uniquement sous la forme de questions et de discussions avec l'expérimentateur, couplées avec des mises en situation simulant l'activité tutorielle. Ça reste assez flou, d'autant plus que la référence mobilisée sur les articles de Lucille Lafont reste introuvable sur Google. Enfin, passons aux résultats. Les 3 conditions d'apprentissage sont disponibles sur le diaporama de manière à vous les rappeler. Tout d'abord, des progrès significatifs ont été constatés entre le pré-test et le post-test, c'est-à-dire une amélioration de la performance. Ainsi que, entre le pré-test et le post-test différé, des progrès ont été constatés uniquement pour la condition TRF. Donc on parle ici d'apprentissage. La condition TRF étant donc la condition de tutorat réciproque formé. Conformément aux attentes, l'intérêt de préparer des élèves novices à alterner la fonction de tuteur, c'est-à-dire de coach, est confirmé pour l'acquisition d'une tâche motrice décisionnelle en tennis de table. Sensibilisés à l'importance d'évaluer précisément les besoins du partenaire avant de tenter d'y répondre, les participants du groupe formé ont manifesté des progrès moteurs et motivationnels supérieurs à ceux des groupes spontanés et contrôle, ces résultats étant maintenus au post-test différé. Par ailleurs, la quasi-inexistence de différence entre le groupe spontané et le groupe contrôle présume du caractère indispensable de la formation dans l'attente raisonnée de bénéfices supérieurs lors de la mise en œuvre d'une procédure de tutorat. Je vous joins notamment sur le diaporama les résultats de l'étude pour que vous puissiez vous aussi vous faire votre propre opinion. Vous l'aurez compris, le tutorat spontané ne fonctionne pas toujours ou même ne fonctionne pas, du moins d'après l'étude de Lucille Lafont. C'est alors une réponse à notre problématique qui est intéressante. Elle se place en rupture avec une part importante des blocs argumentaires des étudiants, mais aussi de certaines pratiques enseignantes ou certaines présentations d'oral de leçons, notamment de la part des candidats qui utilisent à tout bout de champ le coaching, le tutorat et les diades. Ainsi, pour conclure, la question du tutorat entre élèves a été abordée ici en relation avec la formation des élèves aux fonctions de tuteur. Le problème de l'efficacité des tuteurs, notamment chez les élèves, a été explicité. Les moyens d'entraînement au rôle du tuteur ont été repérés dans une tâche de tennis de table et dans le domaine des habiletés motrices. La déclinaison de la formation au tutorat pour l'apprentissage de tâches motrices a mis en évidence des contraintes spécifiques. Celles-ci justifient en partie sans doute la nécessaire préparation des élèves à ce rôle. Ainsi, il ne suffit pas de regrouper les élèves en diade et de leur assigner alternativement des rôles de tuteur et du tutoré pour permettre des apprentissages moteurs. Rien de magique. Par-delà ces résultats, quelques axes de recherche demandent à ce jour à être explorés. Ainsi, la nature des APS et des habiletés motrices semble être une variable de commande, du point de vue de la situation sociale, c'est-à-dire du degré de dissymétrie, mais aussi de la nature de la formation au rôle de tuteur. Précisons notamment un léger point juste après cette dernière partie. Comment utiliser ces connaissances ? Vous l'aurez compris, l'antithèse est largement à privilégier avec comme objet principal les travaux de Lucille Lafont, auxquels
Vous viendrez coupler ceux de Winnie Kamen et d'Hélice. Vous démontrerez alors que le tutorat ne fonctionne pas toujours, en relation avec les travaux vus dans cette vidéo. Il suppose alors d'être préparé, conformément à une ou plusieurs formations spécifiques permettant de créer un contexte communicationnel. Attention néanmoins, ici le tutorat ne fonctionne pas, mais d'autres auteurs vont démontrer que ça peut fonctionner, du moins de manière plus ou moins spontanée, c'est-à-dire sans directive de l'enseignant. Ou alors certaines organisations dissymétriques dans une équipe en sport collectif vont favoriser l'apprentissage. Comme d'habitude, il n'y a pas deux opposés, mais quelques extrêmes, avec en leur centre des théories qui mettent en avant les plus-values de ces formes de groupement, avec ou sans conditions d'organisation spécifiques. Ce type d'article scientifique est alors un excellent moyen pour venir nuancer vos propos, mais ce n'est pas une fin en soi. Enfin, dans quel sujet utiliser ces connaissances? Eh bien dans la majorité des sujets. À vous surtout de montrer que le tutorat est complexe et que la formation de groupes particuliers ne suffit pas à construire des interactions de coaching. Encore et encore une fois, cela n'est pas magique. Voilà, cette vidéo se termine. On se retrouve très bientôt sur de prochaines vidéos. Si vous avez des questions ou des interrogations, on est à votre disposition pour y répondre. À bientôt.